Bonsoir à tous, bienvenue pour cet apéro at home. Pour rappel, pour ceux qui n'ont jamais participé, les apéros at home, ce sont des événements que nous avons lancés du coup lors du premier confinement pour maintenir le lien entre les diplômés et les étudiants. Et le but principal était de voilà, partager autour des passions. Et finalement, on a fait évoluer un petit peu l'événement en parlant aussi des diplômés entrepreneurs, puisqu'on s'est dit que finalement, est-ce que les entrepreneurs, ça ne serait pas une passion qu'ils ont développée en travaillant? Et donc, on s'est dit que ce serait l'occasion aussi de mettre les diplômés entrepreneurs en avant. Donc, voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Avant de commencer, ce que je vous propose, avant de laisser la parole à Clément, qui va nous présenter son parcours ce soir, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table et que vous vous présentiez afin qu'ils connaissent un petit peu qui vous êtes et ce qui vous a intéressé dans le sujet de ce soir. Donc, entre autres, son parcours. Et, excusez-moi, pour commencer, du coup, moi, je vais me présenter. Je ne me suis même pas présentée. Je vais lancer le tour de table. Donc, Manon Saillard, je suis chargée de communication et projet pour Genia Alumni et donc en charge de l'organisation des apéros at home. Voilà. Vous pouvez prendre la parole. Bonjour, moi je m'appelle Marvin Dan, je suis à HEI en quatrième année, à HEI Campus Centre à Châteauroux. Et je suis venu à ce petit apéro parce que j'étais intéressé par le sujet, curieux, donc voilà, pour découvrir un petit peu. Super. Merci Marvin. Bonjour, moi c'est Bertie. Moi je suis diplômée du coup depuis 2013. Je suis ingénieure spécialisée dans le BTP et j'ai démissionné en début d'année pour monter ma boîte. Et du coup, je suis intéressée par ton parcours, voilà. Super, on va en parler, ouais. Donc, Stanislas, diplômé 2013 aussi en BTP. Moi, je travaille toujours dans la construction, mais je suis plutôt intéressé par l'aspect, voilà, tout ce qui est mobilier et entrepreneuriat aussi. Ça trotte dans un coin de ma tête, donc pourquoi pas aussi avoir une idée du parcours. Ok, super. Merci à tous les trois. Alors, on va laisser la parole à Clément. Surtout, n'hésitez pas, c'est dans le cadre d'un apéro, c'est dans le titre, donc à vous servir un verre. Et si vous avez des questions, posez-les directement à Clément. On est là pour échanger. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement à Clément. Et puis, Clément, je te laisse la parole. Super, merci Manon. Ouais, donc, comme tu l'as dit, et en plus là, comme on n'est pas beaucoup, je pense que c'est l'opportunité d'avoir une vraie conversation, un vrai échange, plus que moi qui présente pendant une heure et devant des gens qui s'endorment petit à petit. Donc, en gros, j'ai préparé quand même quelques slides, une dizaine de slides pour vous raconter un petit peu mon parcours. En fait, je vais aborder trois thèmes, on va dire. La première chose, c'est mon parcours avant d'entreprendre. En deuxième, mon projet en lui-même. Et en troisième, plus le côté humain de comment je ressens en gros l'expérience entrepreneuriale, quel est mon état d'esprit au jour le jour. Donc plutôt côté émotionnel, quoi. Et donc, je ne vais pas non plus entrer dans énormément de détails pendant la présentation. Le but, c'est que je fasse peut-être 10-15 minutes et qu'ensuite, on commence à discuter. Et puis, comme ça, on creuse les sujets qui vous intéressent le plus, quoi. Est-ce que ça vous va? Parfait. Les gens qui hochent la tête, donc c'est top. Alors, je vais partager mon écran. Ok, vous devez devoir apparaître. C'est bon pour vous? C'est bon, ça fonctionne. C'est bon, merci. On voit bien. Voilà, alors pour me présenter un petit peu mon parcours, là vous voyez une magnifique photo de moi sur une scie à format dans un atelier. Mais avant d'en arriver là, donc j'ai fait HEI comme vous. Moi j'ai été diplômé en 2010, conception mécanique. Ensuite, après HEI, en fait juste après, j'ai fait un master spécialisé à l'ESCP en gestion de projets internationaux.
Et puis ensuite, j'ai commencé à bosser. En fait, j'avais fait mon stage ingénieur chez Procter & Gamble dans leur usine à Blois. C'est une usine de shampoing, Head & Shoulders. Et comme le stage s'était bien passé, en gros, après mon année à l'ESCP, il m'avait recontacté et il m'avait embauché à Genève, en logistique d'abord. Et en fait, j'ai bossé que chez P&G, moi, donc j'ai fait presque 10 ans là. Et j'ai commencé en logistique où j'avais un poste un peu gestion de projet, mais dans l'opérationnel, je m'occupais de coordonner les nouveaux lancements en Europe. Et en gros, après 2 ans, j'ai vu que la logistique, ça me plaisait pas trop et surtout, je voyais pas trop les prochains postes que j'allais pouvoir faire, ça me séduisait pas. Et donc, du coup, j'ai demandé à faire un changement en interne pour passer en marketing. Ce qui n'a pas été facile, ça m'a pris 1 an pour obtenir, pratiquement 1 an pour obtenir le changement. Mais j'ai réussi à faire ce transfert. Et donc après, j'ai fait 6 ans et demi de marketing chez P&G, toujours dans la catégorie healthcare, donc les médicaments contre le rhume, Vicks, si vous connaissez, Vicks Vaporub. Et en gros, ça, on pourra en parler un petit peu plus, mais à mon avis, ce n'est pas le thème principal d'aujourd'hui. En gros, l'été dernier, quand le Covid est arrivé, il y a eu un dommage collatéral qu'on n'avait pas vraiment vu venir, mais que, en fait, au niveau global, comme tous les gens dans le monde ont commencé à observer les gestes barrières, à plus serrer la main, etc., les gens, en attrapant moins le Covid, ont attrapé aussi beaucoup moins de rhume. Et donc, du coup, ça nous a mis un peu tous, ça nous a mis en difficulté, en tout cas chez VIX. Et donc, du coup, il y a eu une grosse restructuration. Et moi, comme ça faisait un moment déjà que ça me trottait dans la tête d'entreprendre, j'ai sauté sur l'occasion pour prendre un plan de départ. Et donc là, ça fait 8 mois que j'ai commencé l'aventure, quoi. Donc, je suis entrepreneur, mais c'est quand même tout neuf. Donc, je vais pouvoir vous parler de mon expérience. J'ai quand même, du coup, vécu pas mal de choses parce que d'un côté, le temps ralentit en fait, parce que c'est tellement de choses nouvelles que, je sais pas, pendant 10 ans, j'ai eu l'impression que ça passait vite. Et là, les 8 mois derniers, j'ai découvert tellement de choses que le temps ralentit. Mais voilà, je me considère en fait un peu plus comme un créateur de projets ou de produits à ce stade, plus qu'un entrepreneur chevronné qui sait comment diriger une entreprise et gérer des équipes et embaucher des gens, etc. Donc, je vais vous parler de mon expérience et j'espère que vous me parlerez de la vôtre. En parallèle, côté perso, je me suis marié, j'ai une petite fille de 18 mois. Et ça, on en reparlera aussi un petit peu dans le côté humain de l'aventure parce que je ne suis pas tout seul. En fait, j'ai ma famille qui est là et qui compte. Voilà. Alors, P&G, j'en ai déjà en fait pas mal parlé, presque 10 ans. Ce qui était top, c'est que moi, ça m'a appris énormément de choses de comment travailler, mais aussi tous les outils en marketing. Il y a carrément une académie au sein de P&G pour former les gens au marketing. C'est vraiment une super école. Et franchement, je ne me serais pas du tout senti d'entreprendre avant d'avoir eu toutes mes expériences chez P&G, mais peut-être ça peut être ailleurs, mais moi, en tout cas, dans mon cas, voilà, ça a été hyper formateur. Il y a des gens qui disent oui, c'est mieux d'entreprendre très tôt quand on n'a pas encore de responsabilité, que on peut, si besoin est, retourner chez ses parents, voilà, etc. Moi, franchement, je le sentais beaucoup plus maintenant où j'ai de l'expérience, où OK, donc j'ai une situation familiale, je peux pas faire n'importe quoi non plus, mais après avoir bossé 10 ans, j'ai quand même plus de moyens pour investir. Et j'ai plus d'expérience et moi, c'est maintenant en tout cas que je me sens bien pour entreprendre. Après, c'est vraiment mon expérience et ça peut être complètement différent pour vous. Donc, il y a un truc, moi, qui m'a toujours un petit peu turlupiné après HEI, c'est qu'à HEI, on est ingénieur généraliste. Et en fait, j'ai toujours été un petit peu frustré. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais en étant ingénieur généraliste, j'ai l'impression de savoir faire un petit peu de tout, mais que quelle que soit la compétence, il y a toujours aussi quelqu'un qui est meilleur que moi, quoi. Donc, je me suis dit, en fait, il y a plein de fois où je me suis dit, mais putain, je suis bon en rien, quoi.
Je suis un peu bon partout, mais je suis vraiment bon dans aucun domaine. Et donc, du coup, c'est aussi un truc qui est resté dans un coin de ma tête où je me disais, en fait, il y a un domaine quand même où il y a besoin d'être bon partout, pas forcément une star partout, mais au moins un peu bon partout, c'est l'entrepreneuriat, quoi. Là, j'ai essayé de lister un peu genre, tous les métiers que j'ai fait depuis dans les 8 derniers mois où j'ai commencé mon projet. Et en fait, c'est hallucinant le nombre de trucs différents et nouveaux qu'on est amené à faire quand on entreprend. Donc là, pour moi, ça a été d'être généraliste. Là, pour le coup, ça m'a aidé. Alors que parfois, je me disais, mais en fait, à quoi bon, quoi. Du coup, c'est pas mon premier projet en fait d'entrepreneuriat. En 2015, quand j'étais quand j'ai réussi à faire mon changement de fonction en marketing chez P&G, ça me démangeait pas mal de faire un projet et donc j'aimais bien les baskets et donc j'ai essayé de développer une marque de baskets innovantes. Vous voyez, c'est un peu sur les croquis en fait, le talon peut s'ouvrir et donc on peut glisser son pied et le retirer de manière, enfin sans toucher avec les mains en fait. Donc j'ai essayé franchement de faire ce projet qui était très cool pendant un an. Pendant un an, j'ai posé une journée de vacances par mois pour aller me former dans un lycée technique pour apprendre à comment faire des chaussures et tout. J'avais même fait un projet avec des étudiants d'HEC pour faire toute l'étude de marché et tout. Donc c'était quand même allé assez loin. Et puis après, j'ai lamentablement échoué sur la recherche de fournisseurs. Où en fait produire en France c'est impossible parce que les coûts sont dingues et au Portugal sans être sur place ou sans avoir un réseau sur place c'est super compliqué de trouver donc j'ai buté pendant peut-être 3-4 mois en essayant de trouver un fournisseur avant finalement de lâcher l'affaire. Donc ça a été ma première expérience. Enfin, j'ai pas envie de dire échec parce que c'était très cool, mais ça a été un peu ma première expérience. Et mais voilà, après la vie, j'ai fait ça en parallèle de mon job et puis après la vie a repris son cours. Mais je me disais, bon, c'est vrai que j'aimerais bien toujours faire un projet. Et en fait, j'ai eu ah ouais, non, pardon. Pour la petite anecdote, drôle, cette année, Nike a lancé une chaussure avec un élastique à ce niveau-là qui permet en gros de mettre son pied et de l'enlever. Vous pourrez aller voir sur Internet si vous voulez, Nike Go Fly Ease. Et je me suis dit, mais putain, j'étais un précurseur en fait de ouf. C'est juste que j'ai pas réussi à le faire, quoi. Et eux l'ont fait. Et du coup, ouais, en fait, le déclic pour moi, il est venu il y a 3 ans. On a déménagé dans un nouvel appartement avec ma femme et on avait une pièce en plus qu'on avait dans l'attente, ou en prévision d'avoir un bébé. Et du coup, j'ai transformé cette pièce en atelier parce que j'ai commencé à faire des meubles pour chez nous. Et donc, j'en ai fait un. Et après, franchement, c'était la passion tout de suite, quoi. Donc, je me suis mis à consommer énormément de contenu sur YouTube sur des techniques de menuiserie et d'ébénisterie. Et j'ai commencé à faire de plus en plus de meubles pour moi, pour la famille ou des amis. Et vraiment, voilà, j'ai chopé le virus. Énorme passion et donc je me suis dit voilà c'est probablement ça. J'ai fait des trucs qui plaisaient aux gens hein, donc je me disais voilà la voie elle est sûrement là. Je sais pas encore comment mais en gros il faudrait que j'essaye de percer ça. Et donc voilà donc l'été dernier en gros je quitte je prends un plan de départ chez P&G et je loue un petit atelier à côté de chez moi, je commence à m'installer, etc. Et je travaille sur mes prototypes, sur mes objectifs de coûts, sur ma communication, la création de la marque et tout, la création un peu d'une communauté autour de moi qui pourra me conseiller ou me donner leur avis et puis qui m'aide pas mal pour partager la communication. Et donc, après 8 mois en gros de travail, le 16 juin, j'ai lancé une campagne sur Indiegogo. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est avec Kickstarter. En gros, Indiegogo et Kickstarter, c'est les 2 plus grosses plateformes de crowdfunding dans le monde. Il y a à peu près 10 millions de visiteurs
par mois qui visitent la plateforme. Et donc, ça, on peut en parler aussi si vous avez des questions. Quels sont les avantages et les inconvénients de se lancer comme ça? Ça fait une semaine en gros que j'ai lancé, donc pareil, j'ai pas non plus une expérience énorme, mais je peux vous donner des infos ou des tuyaux si vous avez des questions. Et donc voilà, là c'est un peu les 8 mois de travail qui se concrétisent. J'attends de voir comment ça va, combien de ventes, de pré-ventes je vais avoir, combien je vais pouvoir après réinvestir dans mon entreprise. Et même à un niveau plus fondamental, est-ce que je vais pouvoir vivre de mon entreprise, de mon projet, ou alors est-ce qu'il va falloir que je sois plus raisonnable et que je retrouve un travail salarié classique et que je garde cette marque en parallèle comme un revenu complémentaire, et donc dans une logique de la développer, mais plus doucement. Donc voilà, dans 3 semaines, ça va être, ça, on va savoir quoi. Donc ça, c'était pour me présenter un peu mon projet. Voilà, je ne suis pas trop entré dans les détails, mais si vous avez des questions après, on va y revenir. Donc ce que je voulais, le troisième thème que je voulais parler avec vous, c'est plus le côté émotionnel, le côté humain. Comment ça se passe qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un entrepreneur? Et je le résume en fait par cette petite icône de balance ou de balançoire, parce que en gros ma vie au jour le jour c'est ça, j'oscille entre des états d'esprit contradictoires et tous les jours mon état d'esprit change. Alors il y a vraiment 4 trucs pour moi qui sont prépondérants. Le premier, c'est l'attractivité, le gain potentiel que je vais pouvoir faire avec mon projet par rapport à l'aspect sécurité financière d'un emploi salarié. Comme je vous l'ai dit au début, je peux pas faire n'importe quoi parce que j'ai une femme et une fille et qu'on peut pas demain se retrouver à la rue. Surtout que en fait, j'habite en Suisse et que le système en Suisse n'est pas le même qu'en France, et que pour les entrepreneurs, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire que là, je me suis mis au chômage en Suisse et je suis passé devant une commission qui m'a validé mon projet et qui m'a donné le maximum possible en Suisse, c'est-à-dire 4 mois de chômage. Et au bout des 4 mois, donc les 4 mois, ça arrive le 20 septembre, et au bout des 4 mois, je dois dire si je quitte le chômage ou si je reviens au chômage, mais en radiant mon entreprise du registre du commerce. Donc c'est un peu tout ou rien. Il faut que si ça marche, il faut que ça marche vite. Et donc voilà, j'ai sécurité financière d'un côté et de l'autre, j'ai oui, mais voilà, si je crée mon entreprise et que ça marche, et dans 5, dans 10, 20 ans, je serai potentiellement beaucoup plus riche que si je continue mon petit job salarié où je sais que j'aurai X% d'augmentation par an. Et, voilà. Le deuxième truc, c'est que, comme je disais dans une slide un petit peu avant aussi, le nombre de métiers ou le nombre de tâches qu'on a à faire en tant qu'entrepreneur est juste hallucinant. Et enfin, je le savais d'une certaine manière, mais voilà, de le vivre, c'est différent. Il y a ma passion d'un côté qui est le travail du bois. Et là, je suis super content dès que je le fais ou dès que je pense à ça ou que je planifie des trucs dans ma tête et tout. Franchement, c'est génial de travailler sur sa passion. Mais de l'autre côté de la balance, il y a quand même énormément de choses à faire qui ne sont pas spécialement attractives. Voilà, et donc il y a un jour on va dire ouais, c'est trop bien, je travaille sur ma passion et c'est génial, et le jour d'après j'en ai marre parce que j'ai l'impression de ne pas avancer. Il y a des trucs que je ne comprends pas, que je n'ai jamais fait, que je dois découvrir, que je dois faire moi-même, je ne sais pas à qui je peux faire appel et tout. Donc c'est aussi plein de doutes et des capacités qu'on n'a pas forcément et qu'il faut acquérir, et franchement c'est chaud. Donc pareil, là le truc un peu moi que je retiens, c'est que ma première expérience où j'avais essayé de lancer une marque de chaussures, je pense que je n'étais pas assez passionné par les baskets pour vraiment contrebalancer en fait toutes les autres tâches qui sont reloues, quoi.
Là, je pense que j'ai trouvé vraiment quelque chose qui me passionne et franchement, alors, et encore une fois, c'est vraiment mon ressenti et peut-être que pour d'autres c'est différent, mais moi en tout cas, si l'entreprise, le projet est vraiment pas ultra passionnant pour moi, ça va être vraiment compliqué au jour le jour de rester à flot parce que au niveau mental, parce que franchement la somme des tâches en face est pas évidente. Encore deux. Liberté versus solitude, ça c'est aussi, enfin, ça je l'ai découvert aussi vraiment dans mon projet. C'est que alors d'un côté c'est génial de prendre ses propres décisions, de pas avoir de s'organiser soi-même, de plus avoir de boss et tout. Enfin, franchement moi je trouve ça génial, j'adore ça. Mais il y a aussi le revers de la médaille qui est la solitude, mais pas la solitude physique. Où, moi, ça ne me dérange pas de passer la journée tout seul dans un atelier. Après, je fais des dîners avec des amis, je vois des gens, etc. Ça ne me dérange pas. Et quand je rentre à la maison, je ne suis pas tout seul. Et tout. Donc, ce n'est pas la solitude physique, c'est vraiment la solitude mentale d'être seul face à ses choix. D'avoir je sais pas, 50 trucs à décider par jour et de ne pas pouvoir les partager avec quelqu'un, parce que même si ma femme, en gros, elle me soutient à fond, quand je lui demande un truc le matin, 10 trucs dans la journée et que je lui en reparle au dîner, elle me dit, mais en fait, ton projet, ça me saoule, j'en peux plus. Et donc, je peux pas partager exactement tout avec tout le monde. Donc, je suis très souvent, je suis seul face à des choix et c'est compliqué, ça cogite et c'est pas évident. Et ça, j'ai trouvé vraiment que il n'y avait rien qui pouvait remplacer le fait de discuter avec d'autres entrepreneurs, parce que dans le chômage suisse, en fait, il propose de faire une formation à la création d'entreprise où, du coup, pendant 2 semaines, j'ai été dans un cours avec 20 personnes qui, eux aussi, avaient tous leur projet. Enfin, on était tous dans le même cas. Et là, on trouve vraiment une bienveillance entre tous les entrepreneurs. On reçoit vraiment du feedback. J'arrive même pas à exactement le décrire parce que c'est pas quelque chose de palpable, mais c'est juste qu'en fait, on est tous pareils et franchement, ça fait juste du bien de discuter avec des gens qui sont dans le même, enfin, qui sont pareils que nous, quoi. Et même si moi, même dans mon entourage très proche et ma femme et mes amis et tout, je parle très souvent de mon projet. Je me sens hyper seul dedans parce que je suis seul face à mes choix. Et c'est vrai que parler avec d'autres entrepreneurs, c'est super, c'est enrichissant et franchement, ça détend et ça permet de se sentir moins seul. Et le dernier, dont en fait j'ai un petit peu parlé déjà, mais c'est la vie pro. J'ai pas mis vie pro, vie perso parce que pour moi, c'est vraiment vie pro versus vie de famille. Parce que voilà, ma vie professionnelle et ma vie perso, elles se sont confondues. Parce que mon projet, en gros, j'y pense du matin au soir et du soir au matin. Je suis hyper flexible dans les horaires, donc j'ai plus d'horaire de bureau, etc. Mais il ne faut pas perdre de vue que je ne suis pas tout seul en fait dans l'expérience. Il y a ma fille qui est un peu jeune encore de toute façon pour comprendre quoi que ce soit. Voilà, ma femme est aussi dedans. Et c'est pas facile parce que même si elle me soutient, ça lui apporte aussi en fait tout un stress parce que en gros moi je dis ok c'est super je vais entreprendre mais en gros je suis le plus gros salaire de la famille donc j'ai pas le droit de me planter et donc pour elle c'est aussi beaucoup d'incertitude et de stress quoi et donc qui rejaillit aussi sur moi donc ça peut être vite un cercle vicieux dans la famille donc ça c'est aussi un truc il faut c'est pas évident à gérer tous les jours, même quand on a le soutien. Et il faut rester alerte, je pense, sur l'équilibre de la vie de la famille. Alors après, voilà, ça c'est un avantage d'être célibataire et d'entreprendre. Écoutez,
du coup, j'ai brièvement abordé un peu les points sur voilà, mon parcours, le projet, mais vite fait, et puis les côtés plus humains. Maintenant, je propose d'ouvrir en fait la discussion. J'imagine que vous avez des questions. Enfin, c'est toi, Bertie, qui disait que ouais, ça te trotte dans la tête de commencer à entreprendre. Peut-être que tu as des questions sur le côté humain ou commencer au final. Ouais, je propose d'ouvrir la discussion. Allez-y sur les sujets que vous voulez approfondir. Ouais, moi j'ai plein de questions. Top. Je voulais savoir si au début tu sais, il existe des pré-incubateurs. Et je voulais savoir si tu t'étais fait aider par un pré. Parce qu'en fait, moi, le problème que j'ai, c'est exactement ce que tu décris. Déjà, c'est les ascenseurs émotionnels, même au long d'un jour, en fait. Le matin, je me réveille avec une pêche de malade. Et des fois, tu as des mauvaises nouvelles qui tombent dans la journée. Et le soir, tu es dépité. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, moi, je suis vraiment toute seule. Et en fait, je me demandais si je ne pouvais pas me faire aider par un pré-incubateur avant que mon projet, enfin mon MVP sorte et que je commence à faire des préventes. Mais j'ai un peu de mal à trouver ça, quoi. Je sais pas si toi, tu t'es fait aider ou si tu connais des choses ou… Non, moi je me suis pas. Alors, ouais, non, je vais avoir du mal à te répondre sur spécifiquement où est-ce que tu peux trouver ça. Mais je t'encourage vraiment beaucoup à le faire. Moi, je me suis pas. Non, en fait, moi j'ai tout commencé en fait en parallèle de mon job, donc j'avais pas trop le temps de toute façon. Et j'ai juste en gros réfléchi, discuté pas mal avec des amis, lancé des sondages, des choses comme ça. Mais franchement, si j'avais pu le faire, c'est quelque chose que je ferais, 100%. Parce que quand j'ai rencontré, en fait, le cours de 2 semaines de création d'entreprise que j'ai fait avec le chômage, c'était un peu ça. Hein. C'est en gros, on était 20. Il y avait un formateur qui expliquait un petit peu tous les fondamentaux de la création d'entreprise, mais enfin, pas vraiment, pas que administratif, mais vraiment comment on démarre un projet, comment on fait une étude de marché, comment on définit sa cible, etc. Donc ça, franchement, c'était super. Et surtout, j'ai trouvé des gens vraiment bienveillants qui m'ont donné du feedback, qui m'ont donné des idées et tout. Et ça, c'était vraiment génial. Donc, mais peut-être maintenant, tu n'as pas des trucs avec Junia pour aider Ah, les autres. ça, je sais Oui, pas. c'est ce que j'allais dire aussi, j'allais rebondir. Là, on est en train de redévelopper les clubs, enfin les groupes un peu professionnels. Et on a le club entrepreneur, donc, qui permet de mettre en relation justement tous nos diplômés entrepreneurs. Et donc, on inscrit les apéros dans ce club, mais il y a aussi on propose aussi beaucoup d'autres événements. Donc, Bertie, je t'invite vraiment à rejoindre ce groupe sur le site. Et par exemple, en juillet, le 1er juillet, on a aussi beaucoup de partenaires avec ce club. Et le 1er juillet, on a un de nos partenaires qui propose un webinaire sur le récit fondateur, le storytelling, le personal branding, etc. Donc, ça peut être intéressant à suivre. Donc, c'est autant des webinaires que ça va être aussi des rencontres entre entrepreneurs, etc. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant pour toi si tu veux discuter avec d'autres personnes et te faire aider. Et il y a aussi, on est en partenaire avec R3E qui aide à financer les projets, etc. Donc, je t'invite aussi à te renseigner. Christophe Guilherme, le président de Junia, enfin de HEI Alumni, il est aussi bénévole chez R3E, donc il pourra te renseigner là-dessus si tu es intéressé. Ouais. Donc, voilà, c'est plein de projets comme ça. On a plein d'actualités qui vont arriver sur les entrepreneurs. C'est vraiment notre priorité en ce moment. Donc, voilà, plein de choses qui sont… Ouais, moi, à titre personnel, mais c'est vrai que j'ai quand même de l'expérience en marketing. Donc, quand j'ai fait une formation sur l'étude de marché, de la communication, etc., moi, ça m'a pas apporté grand-chose parce que c'est vrai que c'était mon travail depuis plusieurs années. Mais c'était vraiment la discussion avec d'autres entrepreneurs plus que le côté voilà, rencontrer des gens qui ont je sais pas, 20 ans d'expérience, qui ont monté 10 boîtes, etc. Moi, c'était plutôt hyper enrichissant de discuter avec des gens qui étaient à mon niveau, qui étaient en train aussi
de monter quelque chose, mais ouais, qui du coup me donnait du feedback, mais avec aussi cet esprit déjà d'entrepreneuriat. Ouais. Et c'était vraiment apaisant et enrichissant. Donc, ouais, que ce soit l'un ou l'autre, franchement, je te conseille vraiment d'essayer de faire des trucs comme ça. Ok. Et si tu as besoin de gagner en visibilité, nous aussi, on est, du coup, comme les entrepreneurs, c'est vraiment, enfin, on met au centre de nos préoccupations et on prend plaisir à vraiment enfin, vous mettre en avant, etc. Donc, si tu veux nous partager des actualités sur ta boîte, etc., si tu veux qu'on relaie des projets de financement, etc., n'hésite pas à revenir Ouais. vers moi et puis on en discute. Bah, pour le moment, il n'y a pas. Enfin, je suis en train de bosser. Je bosse beaucoup sur ce projet-là, mais le MVP ne sortira pas avant septembre-octobre. Et après, il y aura toute une phase de test, etc. Donc, je pense que la période de crowdfunding, ce sera en début d'année prochaine. Ok, bah, n'hésite pas dans ce cas-là à revenir vers nous à ce moment-là. On sera toujours ouvert. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une petite question là, concernant le crowdfunding. Tu avais fait des préventes avant? Tu avais réussi à prévendre quelques meubles avant de. Ouais, écoute, j'ai fait, mais alors, donc la campagne de crowdfunding, j'avais fait avant, de toute façon, pour m'entraîner, pour apprendre le métier et tout. J'en ai vendu une vingtaine, un truc comme ça, mais des créations sur mesure. D'accord. Donc, mais que à des gens que je connaissais, des familles ou amis. Et oui, donc j'en ai fait une vingtaine. Il y a un truc qui est où il faut pas se planter dans une campagne de crowdfunding, c'est que comme tu mets un prix de vente, il faut quand même avoir une très bonne idée de ton coût de revient, parce que en fait, le projet sympa et qui va te rapporter de l'argent, ça peut vite tourner au cauchemar si Ouais. si en gros tu vends un produit 50 euros puis que tu t'aperçois qu'en fait il va te coûter 45 à produire, quoi. Ouais, en fait, j'ai passé pas mal de temps à faire des trucs sur mesure juste pour moi, pour apprendre. Et puis ensuite, sur mes prototypes, j'ai passé aussi du temps dans la fabrication à essayer de chronométrer toutes les étapes. Après, puis vraiment de mettre en place la chaîne logistique, vraiment de savoir le coût de mon bois, toutes les étapes en gros de transformation pour que vraiment j'ai une bonne idée de mon coût de revient. Et pour qu'après je puisse annoncer un prix de vente. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a les fournitures, les emballages. Les emballages, c'est galère. Pour trouver quelqu'un qui accepte de faire des emballages sans avoir des trop gros minimums de commandes, c'est pas évident. Tout l'aspect production, il faut bien le bosser en amont, parce que tu peux. Enfin, c'est pas juste avant ou pendant la campagne qu'il faut te rendre Ouais, compte c'est clair. ouais. C'est pas à ce moment-là qu'il faut se rendre compte qu'il y a un problème, quoi. Et pourquoi tu as choisi Indiegogo plutôt qu'un autre, plutôt qu'Ulule ou KissKissBankBank ou... Ouais, alors, bah, écoute, j'ai choisi Indiegogo parce que, en fait, je voulais choisir soit Kickstarter, soit Indiegogo, parce que c'est les plus grosses au monde, et que je me disais que comme je parle anglais, je toucherais plus de monde. D'ailleurs, je fais de la pub du coup dans toute l'Europe de l'Ouest. Je me suis dit que potentiellement, je gagnerais enfin, j'arriverais à toucher plus de monde et je ferais plus de ventes sur une de ces deux plateformes. Juste en comparant, en fait, en allant sur les plateformes et en regardant les projets, je vois que la moyenne de financement des projets sur ces deux plateformes est bien supérieure à ce que tu trouves sur Ulule et Ouais. Bankbank. Donc, je me suis dit, essayons ça. Indiegogo, par rapport à Kickstarter, ce que je trouve, c'est que la plateforme est mieux faite. Tu peux la customiser beaucoup plus que des photos dans les contributions, ce que tu peux faire sur Kickstarter. La vidéo, elle est hébergée sur YouTube. Donc, toutes les vues que tu fais pendant ta campagne, elles restent sur ton compte YouTube. Ok. Tu peux mettre des gifs, tu peux faire beaucoup, beaucoup plus de choses sur Indiegogo que sur Kickstarter. Donc, c'est pour ça que je t'ai choisi. Après une semaine de campagne, je ne suis pas sûr que ce soit forcément le bon choix. Enfin, là, à ce stade, franchement, j'aurais lancé sans aucune plateforme, je serai à peu près au même point, je pense.
parce que sur 70 commandes, 70 personnes, il y en a, je crois, 3 ou 4 que je ne connais pas du tout. La vaste majorité vient de mon réseau, proche ou un peu moins proche, mais l'immense majorité vient de gens que je connais et que j'ai approché par email, WhatsApp, Instagram, LinkedIn. Voilà. Et donc là, pour l'instant, j'ai peu de personnes qui m'ont trouvé et qui ont acheté purement sur Indiegogo. Donc, j'espère vraiment, parce que c'est aussi le critère de succès pour moi, c'est de voir en fait s'il y a si des gens qui ne me connaissent pas du tout vont acheter mon produit. Sinon, si c'est que mon réseau qui achète, bah, ça va me refroidir un peu sur le potentiel de mon concept, de mon projet. Donc, pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. J'espère vraiment que dans les 3 semaines qui arrivent, je vais réussir à faire cette transition en fait, pour évoluer vers des gens qui ne me connaissent pas. Donc là, j'ai reçu un mail aujourd'hui, je suis content, de Indigo qui me disent qu'ils vont me mettre dans les favoris de l'équipe. Donc, je vais gagner en visibilité. Ouais. Et après, si j'atteins 25 000, ils me mettront carrément dans leur newsletter. Donc là, avec encore plus du coup de visibilité. Donc, j'espère arriver à franchir ces paliers-là pour voir en gros ce que ça va donner, quoi. Mais ouais, écoute, pour l'instant, ça ne m'a pas apporté trop d'être sur Indiegogo. Je ne sais pas si d'être sur Ulule, ça aurait fait le même truc ou pas. Mais ouais, pour l'instant, tu vois, j'aurais lancé juste sur mon site web en envoyant des emails et en faisant appel à tout mon réseau et tout. Ça aurait été à peu près pareil, sauf que je n'aurais pas 8% de frais de plateforme. Ok. Et donc, ouais, franchement, au final, là, ce que je vois, c'est que le réseau, c'est vraiment la clé, quoi. Moi, j'ai commencé à à vraiment activer mon réseau sur Instagram, peut-être 2 mois, mais surtout 1 mois avant la campagne. J'ai commencé à faire pas mal de contenu et de stories, etc. et à en parler. J'ai créé un club d'ambassadeurs avec 50 personnes où, en gros, j'ai demandé à 50 amis et familles, en gros, d'aller liker, partager tous les posts que je faisais pour en faire parler autour d'eux. Et en contrepartie, je leur donnerai un meuble à la fin de la campagne. Donc ça me permet de faire croître mon nombre de followers. Voilà, pareil, les emails, j'ai essayé de collecter le plus d'emails possible. J'ai gardé tous les emails de tous mes anciens collègues et tout. Et franchement, c'est ça qui marche bien, quoi. Là, le premier jour de la campagne, c'était la folie, quoi. C'était toutes les 2 minutes, une nouvelle commande, une nouvelle commande, une nouvelle commande. Parce que je pense que j'avais fait pas mal de teasing avant et ça a vraiment bien marché, ouais. Après, là, du coup, j'ai un peu de mal à transformer l'essai et à avoir des gens complètement extérieurs. Moi, après, avec les campagnes participatives, là, du moment qu'ils te mettent, s'ils te mettent déjà dans leur newsletter, etc., tu dois forcément amasser beaucoup plus de monde. Après, ça va faire effet boule de neige. Ouais, écoute, franchement, j'espère. J'espère. J'ai eu aussi des comptes, des influenceurs. Enfin, j'en ai 2 influenceurs qui m'ont, enfin pas vraiment influenceurs, mais il y a une nana qui a une marque de tapis d'éveil avec 37 000 followers qui m'a fait une story. Franchement, j'ai eu 0 vente grâce à ça. Je pense j'ai eu pas mal, je pense, de likes et peut-être des followers, mais j'ai eu 0 vente. Et pareil, un autre qui a un compte Twitter avec 25 000 personnes, plus un compte où il fait des blagues. Et voilà. Mais franchement, pareil, ça m'a pas apporté de vente. Donc, après, c'est ça aussi qui est drôle et voilà, j'apprends tous les jours en fait sur la bonne manière de convaincre les gens et j'ai l'impression que toucher énormément de personnes, c'est au final, pour l'instant, hein, ça ne m'a pas apporté vraiment beaucoup. Ce qui a bien marché pour l'instant, c'est plutôt le contact direct avec les personnes et voilà, les personnes de mon réseau et les personnes que j'ai réactivées. Même réseau lointain,
le fait juste de réactiver et qu'ils me revoient après 10 ans qu'on ne s'est pas vu, ils me disent ah, putain, ça va et tout, ouais, trop bien ton projet. Et puis, boum, ils achètent pour 150 €. Voilà, à méditer. C'est clair. Moi, j'ai une petite question, Clément. Tu dis que tu es parti tout seul et que tu te sens vachement seul. Est-ce que si aujourd'hui tu trouvais quelqu'un pour te rejoindre dans l'aventure, tu te dis ça vaudrait le coup ou c'est un truc que tu aurais. Enfin, si tu avais eu l'occasion de partir à deux tout de suite, tu serais parti tout de suite et maintenant que tu es parti toute seule, tu dis c'est mon bébé, je vais le garder et il n'y a pas de souci, quoi. Est-ce que le fait de te trouver en duo, c'est quelque chose qui peut t'aider même maintenant ou est-ce que c'est dès le départ qu'il faudrait trouver quelqu'un? En fait, le fait d'être deux ou plusieurs, en tout cas, moi, personnellement, je ne le recommanderais pas. Je pense que c'est génial pour le début parce que en fait, c'est le début où j'imagine, encore une fois, je ne suis pas très, très avancé, mais j'ai fait la phase de création et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à décider, etc., que là, être à deux, être investi pareil et d'égal à égal et tout, ce serait vraiment génial. Par contre, partager avec quelqu'un le projet à plus long terme et vraiment être à 50-50, à mon avis, ça peut vite mal tourner comme une colocation entre potes qui tourne mal, quoi. Sauf que là c'est plus sérieux, quoi. Donc, je le vois comme quelque chose franchement de très risqué. Et moi, personnellement, je ne le ferai pas. Mais encore une fois, ça ne me regarde que moi. Je pense que pour le début, j'adorerais. Mais une fois que c'est lancé et si ça commence à marcher, vraiment, moi, je préfère être tout seul. Après, il y a plein de… Genre, Fago, je sais que… Parce que c'est des copains de ma femme. Ça a super bien marché tout de suite. Et au début, ça marchait très bien. Et maintenant, ça marche toujours aussi bien. Voilà, je sais qu'il y a eu des tensions entre les deux un peu à un moment parce que il y en a un qui veut un peu plus tirer la couverture et tout. Mais ça reste un super bel exemple d'une boîte où ils sont deux et ça a toujours super bien marché. Donc, non, ça peut le faire, hein, mais franchement, moi, je pense que c'est chaud. Moi, en tout cas, personnellement, je ne me verrais pas être à plusieurs. Il faut bien se caler dès le départ. En tout cas, si on part à deux ou à plusieurs, il faut vraiment se cadrer dès le départ pour pas qu'en cours, Ouais, ça moi, arrive. sur le projet des baskets, c'était mon idée. J'avais un peu embarqué un pote dedans. Et franchement, ça a tenu 3 mois, 3-4 mois. Parce que lui, c'était pas son idée en fait. Et en fait, ouais, quand c'est pas ton idée, c'est déjà chaud aussi de s'approprier le projet. C'est moins évident. Et puis, en fait, les tensions, elles apparaissent super, super vite parce que tu te dis, OK, on avait tous les deux des jobs en parallèle, mais tu te dis, attends, moi là, ça fait une semaine que je bosse sur le truc, j'ai fait une présentation de je sais pas combien de slides, machin truc et tout, je me bouge le cul. Et l'autre, alors OK, il n'a pas trop le temps en ce moment, il n'a rien foutu. Donc, tu te dis, ouais, en fait, c'est relou. Et puis après, peut-être un mois après, ça va être l'inverse. Mais en fait, pour des trucs, vraiment des tout petits trucs, en fait, les tensions, elles apparaissent quand même super vite. Et donc, c'est pas facile à gérer. Ouais. Il faut vraiment que les deux, faudrait pour moi que l'idée, que ce soit, imaginons, deux meilleurs potes qui, en buvant un coup, ont l'idée ensemble et qui, après, sont vraiment investis de la même manière. Et là c'est top, quoi. Mais bon, pas facile quoi, de réunir toutes les conditions. Ça marche. Et juste un petit mot sur ton projet de basket. Qu'est-ce que tu as changé dans ta façon d'aborder le fait d'avoir eu ce projet avant qui est un échec, mais à la fois qui enseigne pas mal de choses? Qu'est-ce que tu as abordé différemment ou sur quoi tu as été beaucoup plus rapide en fait? C'est sur la production, en fait, sur toute la partie technique. En fait, les baskets, si t'es, enfin, sans être vraiment, en étant complètement extérieur au monde des chaussures et du textile, etc., avec zéro réseau et tout, j'ai trouvé ça très, très compliqué. J'ai fait quelques prototypes avec des usines au Portugal, mais qui étaient vraiment pourris.
Et donc, je me suis dit que je partais vraiment de trop loin et que c'était mort. À des prix en plus qui étaient trop chers. Enfin, c'était l'enfer, quoi. Donc, en fait, ce que j'ai vraiment changé par rapport à ça, à cet échec-là, c'est que je suis parti sur quelque chose que je maîtrisais à 100%. Parce que j'avais juste à acheter du bois et à le transformer moi-même. Et je connaissais vraiment du coup 100% et je maîtrisais 100% de la chaîne, quoi. Donc, ouais, c'est ça. En fait, c'est quand j'ai commencé à faire des meubles et à réfléchir au concept et tout, je me dis, ouais, c'est comme ça que je vais y arriver parce que je maîtrise tout. L'autre, je dépends trop d'autres personnes pour que ça marche, quoi. Donc, c'est ça le gros truc qui a changé pour moi, c'est ça, c'est la maîtrise du produit. Si tu dépends d'autres personnes, c'est compliqué. Même, je sais pas, même au début, je cherchais plutôt un partenaire pour produire. En fait, un atelier de menuiserie, c'est pas juste un atelier. Ok, tu peux faire tout. C'est vraiment, il y a autant d'ateliers que de possibilités. Donc moi, quand j'avais en tête de produire quelque chose vraiment, un meuble spécifique et vraiment optimisé pour faire des trucs à la chaîne, va caler toutes les machines avant pour pouvoir faire vraiment en fait comme dans une usine, une usine à la chaîne où tu produis, où du coup tu optimises et tout. En fait, je trouvais aucun atelier qui était organisé comme ça, quoi, donc qui était conçu comme ça. Donc, en fait, j'essaie de trouver un partenaire, mais même, j'ai vraiment pas trouvé. Et après, vraiment de faire moi-même, du coup, c'est comme ça que j'ai avancé au final. Et puis, le processus d'itération, il commence à se faire très, très rapidement parce que tu fabriques quelque chose, ensuite tu le montres à quelqu'un, tu te prends une remarque, tu le refais et le lendemain, à la limite, tu as un nouveau prototype. Alors que si tu as un fournisseur, un prototype, tu en fais un, après, il faut que tu le reçoives, le temps que tu fasses le feedback, qu'il t'en refasse un et tout, tu as déjà perdu 1 ou 2 mois. Alors que là, le fait de maîtriser le produit, en fait, moi, ça m'a permis de développer les produits super rapidement. Et c'est comme ça, ouais, que j'ai avancé. Ce processus d'itération dans la création du produit, tu peux ne jamais en sortir, quoi. Et plus tu dépends d'autres personnes et moins tu t'en sors, à mon avis. Donc, en tout cas, moi, c'est mon expérience. C'est hyper intéressant. J'ai vu qu'il y avait Alexandre qui nous avait rejoint en cours de route. Donc, Alexandre, n'hésite pas si tu as aussi des questions à poser à Clément. Si tu veux prendre la parole, n'hésite pas. Excusez-moi d'être en retard. J'étais présent sur le téléphone en amont. Donc, je vous ai Pas de entendu. souci. Donc, C'est juste, du enchanté à coup, si tu as tous. des questions, n'hésite pas à prendre la parole. Comme c'est un peu compliqué quand on arrive en cours de route, on n'ose pas. Oui, il n'y a Voilà, pas de je voudrais souci. te dire. Merci beaucoup. Non, c'est pas, j'ai clairement pas, pour le moment, j'ai pas de questions. Encore merci Clément, en tout cas pour ton retour. Ça va vraiment nous servir, je pense. Après, moi, je trouve il y a une différence entre entreprendre tout seul et créer après plutôt quelque chose de plus gros avec d'autres personnes, je trouve. Mais ça, après, c'est vraiment propre à chacun et c'est plus vraiment toi dans ta filière à toi, t'as choisi d'entreprendre toi. Ouais. Après, moi, l'idéal, hein, c'est qu'après, je commence à embaucher des gens qui feraient la partie production et que moi, je garde juste, en fait, ce que je préfère, c'est-à-dire la création des meubles et l'industrialisation, faire la méthode de production, mais après, de laisser la fabrication, la production pure à des employés. Et moi, je de garder voilà, le côté création et puis le côté commercial. Donc voilà, moi est-ce que j'ai envie de rester tout seul pour toujours? Clairement pas. J'espère après que ça se développe et pouvoir embaucher des gens, mais clairement, par contre, je voudrais être seul maître à bord. Ouais, moi, j'avais fait, c'était quand j'étais au lycée encore. On avait ouvert, donc c'était avec mon père, plus dans l'auto-entrepreneuriat. Là, du coup, c'était à l'échelle un peu plus petite, histoire de combler un peu les fins de mois. On vidait les maisons donc, de personnes qui partaient du jour au lendemain. Dans la majorité des cas, c'était des successions via des notaires.
C'est grosso modo, on part du jour au lendemain de chez soi. Puis bah, le bien doit être vendu et puis bah, faut vider tout, aussi bien le frigo qui n'a pas été vidé depuis 10 ans que les poubelles qui n'ont pas été vidées depuis 20 ans. Voilà. C'est vrai que ça dépend vraiment, mais ouais, c'est pour des petites structures, je trouve que c'est bien d'être tout seul. Typiquement, là, ça l'était. Mais après, je trouve que vraiment, ouais, au minimum à 2-3. Après, j'ai vu, c'est plutôt dans les cabinets notariels, où là, c'est plutôt des plus grosses affaires, tout en ayant quand même cette petite infrastructure de base. Enfin, là, c'était une SARL, moi, que je prends comme exemple. Ils sont 7-8 associés. Ça tourne pas mal, mais il y a toujours ce côté, ça dépend qui on choisit dès le départ. Et bah, comme l'avait dit Stanislas, faut vraiment qui vient avec nous dans le navire et vraiment définir dès le départ ce qu'on fait ou pas. Enfin, pour moi en tout cas. Ah, t'as raison. Il ne faut pas se planter sur les associés. C'est ça. En tout cas, c'est impressionnant et c'est pas la première fois, en tout cas, c'est pas le premier webinaire moi, que je suis sur l'auto-entrepreneuriat. J'en avais déjà fait, donc c'était avec l'école supérieure de commerce sur Paris, surtout plutôt la partie master spécialisée, où ce que tu évoquais plus tôt, c'est que tu avais vraiment ce côté où il y a différentes personnes qui sont réunies justement dans un même endroit sur des projets qui sont différents, mais avec l'intérêt commun. Et à chaque fois, c'est exactement ça que tu en ressortais. C'est dans ces petites formations-là où vraiment ça émane et puis ça fait boum. Ouais, c'est cool. Voilà, je suis d'accord. Ok, bah merci. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de conclure? Est-ce que vous avez autre chose à… Ouais, est-ce que tu pourrais juste nous dire 2 mots sur le projet en tant que tel, Clément? Parce que c'est vrai que moi, le côté menuiserie et mobilier m'intéressait aussi. Donc, qu'est-ce que tu lances du coup? En fait, ouais, bah, ça, j'en ai pas énormément parlé. En fait, je voulais faire… attends, je vais te montrer une autre slide. Vous voyez toujours mon écran ou pas? Oui. Moi, je voulais faire ça. Mais ça reste sur le… Ah oui, c'est bon. Parfait. Ça, c'est mon positionnement en fait marché quand j'ai. En fait, moi, je suis parti d'un constat, c'est que je trouvais que c'était dommage qu'on ait tous les mêmes meubles chez nous. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. J'imagine que ça a pu vous arriver aussi, mais de rentrer chez quelqu'un et tu vois, ah, attends, c'est le fauteuil Ikea, je le reconnais, ou la table basse. Et je me dis, c'est quand même dommage. Que en fait on est tous les mêmes trucs et que on sait même pas franchement moi et même moi y compris mais je mets au défi quelqu'un de raconter l'histoire des meubles qu'il a chez lui. On n'a aucune idée quoi, ça vient, on sait même pas si c'est du bois ou souvent c'est de l'aggloméré, donc c'est du bois reconstitué, c'est même pas du vrai bois. Je sais pas même pas où ça a été fait, est-ce que ça a été fait en Chine, en Pologne, j'en sais rien. Et franchement, je trouvais ça dommage. Et donc, moi, je me suis dit, est-ce que je peux ramener, en fait, de créer des meubles, mais qui ont une histoire et qui sont un peu plus exclusifs que des trucs qui ont été produits par milliers et on ne sait pas où, quoi. Et donc, en fait, j'ai commencé à faire mon petite étude du marché. Donc je mets les segments, là, les différents segments que j'ai trouvés. Mais, donc, en bas à gauche, tu as les trucs vraiment pas chers, type Ikea. Ensuite, tu as les trucs un peu plus premium avec AMPM, Maison du Monde, Make.com, des trucs comme ça, qui ne sont pas plus exclusifs, mais qui sont juste de meilleure qualité, prix plus élevé. Ensuite, pareil, tu as des trucs comme Beau Concept, Roche-Beaubois, où là, tu montes très, très loin dans les prix. Tu as des collaborations avec des designers, etc. Donc, tu augmentes vraiment dans l'exclusivité, mais surtout dans le prix. Et puis après, le quatrième, celui qui monte et qui va plus haut que le plafond, c'est plutôt des petites marques qui créent elles-mêmes ou en tout cas qui ont une démarche éco-responsable, qui apportent un truc en plus, quoi. En essayant de garder ça rapidement, parce qu'on n'a plus que quelques minutes. Et moi, je me suis dit, en fait, j'aimerais créer une marque qui se positionne à cet endroit-là. C'est-à-dire que ce serait un positionnement milieu de gamme, pareil que Maison du Monde, AMPM, etc. Mais en offrant une exclusivité que les autres n'ont pas, parce que
proposerai des meubles en édition limitée. Avec en gros le concept de base, mais ce que j'aimerais toujours réaliser à l'avenir, c'est de prendre un arbre entier et de le transformer en une édition limitée d'un meuble. Donc, ça donnerait des choses entre 50 et 100 pièces par édition limitée. Et donc, les éditions limitées, elles sont toutes les pièces sont gravées et numérotées. Donc, tu sais qu'en gros, si tu achètes une table de nuit, il y en a eu 55 qui ont été produites et pas plus. Après, moi, je m'engage à pas refaire les mêmes modèles. Et donc, ça apporte un côté vraiment exclusif au meuble que tu achètes, plus l'aspect de connaître l'histoire du meuble, parce que je suis capable de dire exactement de quelle forêt vient l'arbre et quand il a été coupé, qui après l'a transformé, etc. Et puis ensuite, j'ai ajouté après une dimension éco-responsable au projet, parce qu'à mon avis, maintenant, c'est un truc que tout le monde fait et qu'il faut avoir dans son projet. Et donc, j'ai ajouté en fait un petit peu après aussi le côté éco-responsable où en fait le produit vient est sans plastique, sans produits chimiques, le packaging pareil est sans plastique, en carton recyclé. Je replante un arbre par produit vendu pour avoir une démarche un peu dans la globalement qui est éco-responsable. Mais ça, j'ai envie de dire, franchement, quand tu discutes un petit peu avec tous les acteurs de la filière, tous les producteurs, etc., en France, tout le monde est super sensible à ça et tout le monde le fait un peu. Donc, je pense que c'est important de l'avoir dans le projet, mais voilà, ce n'est pas non plus le driver principal, mais c'est important de l'avoir. Donc, voilà, en gros, le concept, c'est meuble en édition limitée, positionné milieu de gamme, mais du coup, avec une transparence dans la marque et une exclusivité qui est inégalée par rapport aux grandes enseignes. Ça marche. Ok. Merci. Donc là, en fait, la campagne, du coup, j'ai un petit peu dévié du concept. L'idée, c'est que tous les meubles que je vends pendant la campagne seront une édition limitée. Et donc, si j'en vends 200, ils sont numérotés de 1 à 200 et puis je les ferai plus après. Et après, j'espère pouvoir passer au concept, à l'idée initiale qui est de prendre un arbre et de transformer en une édition limitée. Un beau projet. J'espère que tu y arriveras. Ouais, moi aussi. L'avenir proche va nous le dire. Et du coup, tu es basé en Suisse, mais tu vends un peu partout en Europe. Ouais, écoute, je suis un peu entre la Suisse et la France. Mon atelier est en Suisse, mais mon fournisseur de bois est en France. Et tu vois, je suis à un quart d'heure de la frontière. Donc, je peux traverser la frontière assez rapidement pour quoi que ce soit. Et j'imagine, je suis en train de réfléchir à louer aussi quelque chose côté français pour pouvoir gérer toutes mes expéditions et mes retours dans l'Union européenne. Ok. Merci beaucoup, Clément. Est-ce que juste avant de conclure, je peux vous proposer de faire une petite capture d'écran? Donc, est-ce que Clément, je peux te demander d'arrêter ton partage d'écran, que je vois les têtes de tout le monde en grand, parce que j'ai des toutes petites têtes. Parfait. Et si vous êtes d'accord, du coup, si vous ne voulez pas apparaître sur la photo, n'hésitez pas à couper votre caméra. Et si vous êtes d'accord pour apparaître, n'hésitez pas à faire votre plus beau sourire pour la photo. Mais merci beaucoup, j'ai pris la petite photo. Je vous remercie tous pour votre participation ce soir. Même si on n'était pas nombreux, c'était quand même des échanges assez instructifs et c'est un super projet. Donc merci Clément d'avoir partagé ça avec nous, d'avoir pris le temps de partager ça avec nous. Et puis bonne continuation à toi et à ton projet. Ouais, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir la page Indiegogo et en parler autour de vous. Ça fera toujours un peu de pub en plus. Voilà. Donc, merci beaucoup pour Pas de souci. Il ne manquera pas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pas de Et si problème. vous êtes intéressé pour animer un apéro sur, du coup, ça sera plutôt année scolaire suivante, donc à partir de septembre, soit sur un projet entrepreneurial, soit sur une de vos passions, un sujet d'actualité ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter et puis on s'organise ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon match de la France si vous le regardez. Et puis à bientôt.
Merci, à Merci à bientôt. tous. Merci, merci Merci. Clément. Ouais, merci à Madeleine. bientôt. Merci. Au revoir.